Bonjour et bienvenue dans cette formation qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Voici le sommaire de cette formation et les points que nous allons y aborder. Qu'est-ce que le blanchiment? Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment? Qui est assujetti aux obligations anti-blanchiment? Les obligations de lutte anti-blanchiment? Quels sont les risques encourus? Et que faire en cas de contrôle? Mais qu'est-ce que le blanchiment? La définition du blanchiment est la suivante. Le blanchiment est l'opération consistant à dissimuler la provenance de fonds acquis de manière illégale et les réinjecter dans l'économie officielle ou légale. Dans les principaux cas de blanchiment, 3 phases peuvent être distinguées. Le placement, l'empilement, l'intégration. Détaillons la phase de placement. L'argent tiré directement d'une activité criminelle, par exemple la vente de stupéfiants, est d'abord placé dans une institution financière ou utilisé pour acquérir un bien. La finalité? Se démunir matériellement des capitaux d'origine illicite en les introduisant dans le secteur financier. L'injonction des fonds dans l'économie peut se faire par le dépôt sur des comptes bancaires, par l'investissement en instruments financiers ou bien par l'achat de biens de consommation. Des exemples d'outils de placement: posséder des entités dont l'activité justifie les entrées d'espèces, les restaurants, les boîtes de nuit, les associations, ou même utiliser certains intermédiaires tels que casinos, les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux. La phase de l'empilement. C'est à ce stade que se produit la première tentative pour dissimuler ou camoufler la manière dont l'argent a été acquis par son détenteur. La finalité est de masquer la source des capitaux. Les blanchisseurs multiplient les opérations et les transactions pour empêcher toute personne de pouvoir remonter à l'origine illicite des fonds. Selon le GAFI, groupe d'actions financières, les capitaux peuvent être investis en achat et vente d'instruments financiers ou faire l'objet de nombreux virements. Les blanchisseurs ont souvent recours à des sociétés fictives et privilégient des localisations dans des États complaisants. Les exemples d'outils d'empilage sont le paiement de fausses factures ou l'utilisation d'intermédiaires financiers et démultiplication des transactions. La dernière phase est l'intégration. L'argent est intégré au système économique et financier licite et est assimilé à tous les autres actifs dans le système. La finalité est d'intégrer les capitaux dans des activités économiques légitimes pour leur conférer une apparence licite. Dans cette phase, les blanchisseurs participent à des activités commerciales, prennent des participations dans des sociétés ou investissent en bourse, dans le secteur immobilier ou dans toute autre activité susceptible de servir de fondement à la création de nouvelles richesses. Les exemples d'outils d'intégration sont l'achat de biens de consommation ou les placements financiers et immobiliers. Typologie des schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier. Le développement d'un dispositif de prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a éveillé la créativité des réseaux criminels. Les schémas de blanchiment en sont devenus très diversifiés. Le but étant de donner un caractère légal à des revenus provenant d'activités illégales. Le secteur immobilier offre une panoplie de techniques de blanchiment et notamment de techniques d'intégration, moins onéreuses ou plus efficaces car plus difficiles à identifier par les professionnels du secteur bancaire. Entre autres, le dessous de table, le prêt adossé, l'auto-prêt, la réalisation de travaux avec des fonds illicites ou non déclarés, la récupération des séquences ou autres dépôts, les recours à des montages juridiques ou les recours à des prête-noms. Le dessous de table, dissimulation, achat simulé. C'est une technique commune de blanchiment ou de fraude fiscale qui consiste à dissimuler une partie du prix d'une transaction immobilière
par le biais d'accords secrets entre les parties. L'acheteur et le vendeur conviennent de la dissimulation d'une partie du prix de la transaction par un accord qui n'est pas déclaré aux autorités. Le prix réel est supérieur au prix déclaré. Cette opération comporte tout d'abord une fraude fiscale, car les parties ne paient pas de droits sur les sommes non déclarées. De plus, cette opération permet également le versement en dehors du cadre officiel d'une somme d'origine illicite en échange du paiement officiel et déclaré. Le prêt adossé ou back-to-back loan. Cette technique consiste dans l'obtention d'un prêt en utilisant comme garantie des capitaux qui sont le profit d'activités illicites et ce afin d'investir de l'argent. Le blanchisseur commence par ouvrir un compte bancaire dans un pays ne présentant pas de dispositif de prévention contre le blanchiment. Il privilégie les paradis fiscaux ou des centres de financement offshore. Il approvisionne ce compte avec les sommes illicites. Ensuite, il contacte sa banque française pour une demande de prêt immobilier. Il fournit comme garantie l'argent déposé sur le compte à l'étranger. Si la banque accorde le prêt, elle remet alors de l'argent en apparence licite au blanchisseur. Cet achat immobilier devient alors un investissement fort commun d'apparence légale, réalisé grâce au prêt accordé par la banque française pour l'achat d'un bien immobilier en France. L'autoprêt ou loan-back. Cette technique de l'autoprêt, loan-back, consiste à dissimuler l'origine de fonds par un prêt simulé, soit via un montage juridique avec une société civile immobilière, une société écran ou un trust, soit via un homme de paille où le prêteur et l'emprunteur ne font qu'un. Pour un notaire ou un agent immobilier, quand il y a un système de poupée russe, il peut être compliqué de remonter au bénéficiaire effectif qui détient 25% du capital de la société. Mais un faisceau d'indices doit l'alerter. Lorsque l'acquéreur ne visite pas le bien, s'il négocie à un prix différent de ceux du marché ou s'il refuse de donner la structuration de sa société, le professionnel doit alors être vigilant. La réalisation de travaux avec des fonds illicites ou non déclarés. Cette activité est sensible car pour la détecter, il faut que le professionnel soit informé des projets du blanchisseur. Cette technique implique la complicité des prestataires effectuant les travaux ou vendant le matériel nécessaire. Le blanchisseur procède à l'achat immobilier. Le bien fait ensuite l'objet de travaux de construction ou de rénovation. Le blanchisseur peut ne pas déclarer les travaux afin de pouvoir utiliser des fonds d'origine illicite pour payer tout ou partie des travaux afin de blanchir ces fonds. Le blanchisseur aura alors dégagé un avantage fiscal illicite et aura transféré des capitaux d'origine illicite à un tiers, tout en acquérant un immeuble bâti et rénové avec une valeur marchande augmentée. La récupération des séquestres ou autres dépôts. La récupération d'un séquestre ou de tout autre type de dépôt peut participer à une opération de blanchiment. En déposant des fonds sur le compte d'un professionnel pour ensuite les récupérer subitement sous forme de chèques ou virements en provenance de ce professionnel, un agent immobilier, un notaire. Cette technique nécessite le plus souvent la complicité des parties. Généralement, une partie dépose des fonds et l'autre les récupère suite à la réalisation d'une des clauses prévoyant la perte par la première partie de son dépôt, notamment sa rétractation. Le recours à des montages juridiques. Afin d'opacifier tout schéma de blanchiment, le blanchisseur peut recourir à des montages juridiques tels que des sociétés civiles immobilières, SCI, des associations, des sociétés écrans ou des trusts. Ces personnes morales juridiquement distinctes du blanchisseur, mais contrôlées par celui-ci, procèdent aux transactions et aux autres contrats nécessaires à l'opération de blanchiment. Attention, les montages juridiques sont nombreux et ne suggèrent pas systématiquement l'intention de commettre une opération de blanchiment. C'est seulement l'absence de logique économique qui doit éveiller le doute chez le professionnel. Le recours à des prête-noms ou hommes de paille. Comme pour la constitution de montages juridiques,
le recours à des hommes de paille est une technique commune utilisée afin de faciliter une opération de blanchiment de capitaux en renforçant l'opacité du schéma retenu. Ce processus ne peut être détecté qu'en portant une attention particulière à la cohérence des éléments de connaissance du client et en recherchant les véritables bénéficiaires des transactions. Passons maintenant à la deuxième partie. Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment? Elle se décomposera en deux sous-parties. Les autorités publiques en charge de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, et ensuite de la contribution des professionnels du secteur privé. Les autorités publiques en charge de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme. La 4e directive européenne de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme a été transposée en droit français par ordonnance publiée au Journal officiel le 2 décembre 2016. Via cette nouvelle directive, les règles de la lutte contre le blanchiment et le financement d'activités terroristes sont renforcées et le nombre des acteurs assujettis au dispositif est étendu. Le dispositif est étendu sur les intermédiaires en assurance, IAS, les intermédiaires en opérations de banque, IOBSP, ou en financement participatif, les commerçants de certains biens précieux. La vigilance devra intégrer une obligation d'évaluation des risques renforcés aux personnes assujetties aux vérifications contre la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme et mettre en œuvre des process adaptés. Une organisation intergouvernementale ad hoc, le GAFI. Qu'il s'agisse de vente d'armes, de trafic de drogue ou d'autres activités répréhensibles, la globalisation de l'économie clandestine a conduit nombre d'États à s'organiser à l'échelle mondiale pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux. Le GAFI, Groupe d'action financière internationale, est une organisation ad hoc créée par certains membres de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le GAFI considère que les investissements immobiliers sont une méthode usuelle de blanchiment de capitaux illicites. Une cellule nationale de renseignement financier, TRACFIN. TRACFIN, ou Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers, a été créé 1 an après le GAFI. L'objectif est de détecter de manière pertinente les personnes et opérations à risque et de les signaler à TRACFIN. TRACFIN est à la fois un centre de collecte de renseignements sur les circuits financiers clandestins d'une cellule d'expertise financière et d'un service opérationnel de lutte contre le blanchiment. Pour être efficace, le dispositif nécessite l'implication des professionnels de l'immobilier, qu'ils soient dirigeants, salariés ou mandataires, dans les domaines de la transaction, la location et ou le syndic de copropriété. Des autorités nationales de contrôle et de sanction, la DGCCRF et la CNS. La CNS, ou Commission nationale des sanctions, est indépendante et instituée par la loi auprès du ministère de l'économie. Elle est chargée de sanctionner les professionnels relevant de sa compétence s'ils ne respectent pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La DGCCRF, ou Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est chargée de contrôler le respect des règles du Code du commerce relatives aux délais de paiement. En cas de non-respect de ce dispositif, la Commission nationale des sanctions peut décider de prononcer plusieurs types de sanctions, dont une interdiction d'exercice ou un retrait d'agrément, ainsi qu'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre 5 millions d'euros. La contribution des professionnels du secteur privé. Le mécanisme de déclaration de soupçon. En réalité, le cœur du dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme réside dans la contribution des professionnels du secteur privé. Les pouvoirs publics ont instauré un système décentralisé où les agences économiques repèrent eux-mêmes les opérations atypiques, informent un service de renseignement qui effectue un premier filtrage et ne soumet à l'autorité judiciaire que les cas dignes de lui être déférés.
c'est le mécanisme de la déclaration de soupçon. Je vous laisse découvrir le mécanisme de déclaration de soupçon qui passe par un premier temps par le professionnel assujetti, puis par la cellule de renseignement financier Tracfin et qui peut aller jusqu'au procureur de la République. Les secteurs assujettis. D'une part, les personnes assujetties au titre de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier doivent appliquer les obligations prévues par les dispositions du même code. Initialement cantonné au secteur bancaire, assurantiel et financier, ce dispositif couvre aujourd'hui d'autres secteurs tels que les professionnels du droit, du chiffre, de l'immobilier, certains commerçants, les casinos et autres opérateurs de jeux, les sociétés de domiciliation ou encore les agents sportifs. Tous doivent être en mesure de prévenir et détecter des opérations financières susceptibles d'être liées à des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de déclarer à Tracfin ces opérations si après une vigilance adéquate, il persiste un doute sur la licéité de l'opération ou la tentative d'opération. Passons maintenant à la troisième partie, les professionnels de l'immobilier et les obligations anti-blanchiment. Les professionnels de l'immobilier sont toutes les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, au sens de la loi Hoguet, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis, mais également l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce. Même si les notaires ne sont pas des professionnels soumis à la loi Hoguet, ils sont naturellement assujettis au dispositif de lutte anti-blanchiment. Les professionnels loi Hoguet assujettis. Les agents immobiliers. Il leur incombe de requérir auprès de leurs clients un certain nombre de documents et d'informations leur permettant de répondre à leurs obligations de vigilance portant sur l'identification de tous leurs clients et des bénéficiaires effectifs des transactions le cas échéant, sur la connaissance de leur situation professionnelle, économique et financière, ainsi que la connaissance de la relation d'affaires, la provenance et la destination des fonds. Les syndics de copropriété. En vertu de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, les syndics de copropriété sont assujettis à certaines obligations de vigilance. Ainsi, les syndics sont obligés de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou sont liées au financement du terrorisme. Les professionnels loi Hoguet non assujettis. Les administrateurs de biens. Les administrateurs de biens, dès lors qu'ils exercent l'activité de gestion immobilière au sens de la loi Hoguet, ne sont pas soumis aux obligations de lutte anti-blanchiment, et ce que ce soit au terme de cette loi ou des dispositions du Code monétaire et financier. Les marchands de liste. Le marchand de liste est un professionnel de l'immobilier dont l'activité consiste à proposer des listes ou des fichiers de logement à louer ou à vendre. Ils sont soumis au dispositif de lutte anti-blanchiment dès lors qu'ils exercent effectivement l'activité de vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location ou la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ou à la vente de fonds de commerce, à l'exclusion des publications par voie de presse au sens de la loi Hoguet. Passons à la quatrième partie, les obligations de lutte anti-blanchiment. 3 séries d'obligations peuvent être distinguées et visualisées sous la forme d'une pyramide. Les procédures qui constituent la base de la pyramide, la vigilance,
et la déclaration. Les obligations de mettre en place un système d'évaluation et de gestion des risques. L'évaluation des risques. La priorité pour tout professionnel de l'immobilier découvrant ses obligations de lutte anti-blanchiment est la mise en place sans délai d'un document écrit décrivant son système d'identification et d'évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il devra classifier les risques auxquels ses activités propres sont exposées. Une agence immobilière n'est pas exposée au même risque qu'un banquier. La formalisation des procédures. Le professionnel est également tenu de respecter les procédures internes mises en place. Un système de contrôle interne doit veiller au respect des procédures. Enfin, les structures se doivent de mettre en place des actions de formation qui peuvent prendre la forme, par exemple, de séances de sensibilisation et de formation en présence des dirigeants et salariés, animées par des prestataires extérieurs ou encore des formations en ligne. Les autorités de contrôle peuvent exiger la preuve de la participation de tout personnel à ces initiatives. Les obligations de vigilance. Know Your Customer ou KYC. Telle doit être la devise de tout professionnel assujetti. En effet, seule une bonne connaissance de son client permet de traiter correctement une relation d'affaires et de repérer des éventuelles opérations à risque de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ou au contraire de percevoir la justification licite sous-jacente à une opération atypique. Le professionnel doit respecter 3 phases essentielles du dispositif anti-blanchiment. L'obligation d'identifier les clients en amont de l'entrée en relation d'affaires, le devoir de vigilance constante tout au long de la relation et la conservation des données. Attention, le traitement du dossier par d'autres intervenants tels qu'un notaire ou un banquier n'exonère pas de ses propres obligations. L'identification des clients. C'est la première et probablement la plus importante obligation de vigilance. Elle consiste à identifier systématiquement ses clients et vérifier les éléments d'identification recueillis. Plusieurs précisions s'imposent. Cette identification doit impérativement avoir lieu avant d'entrer en relation d'affaires. L'ensemble de la clientèle est concerné, personnes physiques ou morales, vendeurs ou acquéreurs. Et le devoir d'identification ne se limite pas au recueil des généralités de la personne physique s'adressant directement au professionnel, ni même à la personne morale qu'il affirme représenter. Le recueil d'informations sur la relation d'affaires. Le devoir d'identification avant l'entrée en relation d'affaires s'accompagne de l'obligation de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent, et ce, une fois encore, avant d'entrer en relation d'affaires. Selon les cas, le professionnel sera amené à obtenir le montant, la nature et la justification des opérations envisagées, la provenance et la destination des fonds, un ou des justificatifs à jour du domicile du client, des bénéficiaires effectifs, de leurs activités professionnelles, de leurs revenus, de leur patrimoine. Le devoir d'abstention. Comme évoqué précédemment, l'existence de soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'implique pas en principe l'obligation de mettre un terme à la relation d'affaires, mais de procéder à une déclaration de soupçon. En revanche, si un professionnel est dans l'impossibilité d'identifier un client ou un bénéficiaire effectif ou de recueillir les informations nécessaires sur une relation d'affaires, il est tenu de n'exécuter pour lui aucune opération et de n'établir aucune relation d'affaires. La vigilance constante. Le Code monétaire et financier impose qu'après l'identification, le professionnel applique une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations effectuées
en veillant à ce qu'elle soit cohérente avec la connaissance actualisée du client. La modulation des mesures de vigilance. Selon les risques spécifiques à chaque dossier, les mesures de vigilance précédemment détaillées pourront être simplifiées ou devront faire l'objet de mesures complémentaires ou renforcées. L'appel à la vigilance. Par ailleurs, Tracfin peut, pour une durée maximale de 6 mois renouvelable, désigner pour la mise en œuvre des obligations de vigilance particulières. Les opérations qui présentent, eu égard de la nature particulière ou des zones géographiques déterminées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cette désignation doit bien entendu être notifiée par écrit aux professionnels concernés. La conservation des données. Sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations, les règles relatives à la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme imposent aux professionnels assujettis de conserver pendant 5 ans, à compter de la cessation de leur relation avec eux, les documents et informations, quel que soit leur support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. L'échange intragroupe des données. Les documents et informations recueillis et conservés dans le cadre de l'exécution des obligations de vigilance peuvent être transmis entre structures d'un même groupe dans des conditions strictement encadrées par le Code monétaire et financier. Les obligations déclaratives. La déclaration du déclarant correspondant. Les structures assujetties au dispositif de lutte anti-blanchiment doivent identifier le ou les dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations de soupçon. Le ou les déclarants Tracfin, mais également le ou les dirigeants chargés de répondre aux éventuelles demandes Tracfin. Pour les professionnels de l'immobilier, cette désignation peut intervenir soit en amont de toute déclaration de soupçon, par courrier adressé à Tracfin, soit lors de leur première déclaration par un document distinct joint à celle-ci communiqué à Tracfin. La déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Tout professionnel assujetti est tenu de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans ses livres ou les opérations ou simples tentatives d'opération portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'infractions passibles d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou sont liées au financement du terrorisme. Quel que soit le mode de communication retenu, Tracfin accuse réception de la déclaration par écrit. Une précision de taille s'impose, l'identité du déclarant est protégée et toute déclaration de soupçon est confidentielle. Dans le secteur immobilier, l'analyse manuelle est privilégiée, au cas par cas, par les personnels en contact avec la clientèle. Voici le schéma de la déclaration de soupçon. Tout d'abord, le professionnel identifie les clients, recueille les informations. En cas de simple doute, il fait une remontée de doute. Le déclarant Tracfin, lui, centralise les informations, fait une analyse approfondie de la remontée de doute, il prend une décision, il donne des directives aux collaborateurs et en cas de soupçon, il fait une déclaration de soupçon. Tracfin, lui, s'occupe de la pré-enquête, le cas échéant demande la régularisation ou les informations à d'autres services et, si c'est le cas échéant, saisit le procureur de la République. Voici une partie des demandes de financement qui peuvent alerter. Les demandes d'emprunt avec garantie versée en espèces. Les montages financiers atypiques, inhabituels, dépourvus de logique licite apparente. La justification de l'origine des fonds en raison d'un gain de loterie ou de jeu. Une disproportion entre le prix et les revenus de l'acquéreur.
Une demande d'effectuer une partie ou la totalité des paiements en espèces, chèque endossable ou bon au porteur. L'adresse de domiciliation du client distincte de l'adresse postale, inexistante, provisoire ou partagée. La volonté de changer successivement d'interlocuteur à des brefs intervalles et sans logique licite apparente. Le jeune âge du client en présence d'autres éléments suspects et bien d'autres encore. La déclaration de soupçon de fraude fiscale complexe. Si la fraude fiscale est un délit puni de plus d'1 an d'emprisonnement, le blanchiment des produits de cette infraction rentre donc dans le champ d'application des obligations déclaratives du dispositif de lutte anti-blanchiment. Cependant, 2 précisions s'imposent. Les professionnels assujettis loi Houguet ne sont pas censés se transformer en inspecteurs des impôts. De plus, le législateur a prévu pour cette infraction des dispositions dérogatoires limitant l'intervention des professionnels du secteur privé à certaines hypothèses de fraude fiscale complexe uniquement. La déclaration systématique de certaines opérations à risque élevé. Les professionnels assujettis sont également tenus de déclarer à Tracfin certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme, d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. La communication d'informations complémentaires. Les professionnels sont également soumis à une obligation de communication de toute information en leur possession, de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments d'une précédente déclaration de soupçon. L'abstention et le respect du droit d'opposition. Tracfin est un service de renseignement et sa principale mission consiste à recueillir et traiter un maximum d'informations utiles en vue de l'ouverture d'enquête par l'autorité judiciaire compétente. Or, ces informations proviennent dans la plupart des cas des déclarations de soupçon émises par les professionnels qui sont directement en contact avec des clients dans le cadre d'une relation d'affaires. Tant qu'ils n'ont pas déclaré leurs soupçons, les professionnels ayant identifié une telle opération doivent reporter son exécution en temporisant auprès du client, mais sans bien entendu le prévenir de leur volonté de déclarer un soupçon. Lorsque Tracfin est informé, il peut s'opposer à l'exécution de l'opération. Il doit pour cela notifier son opposition au professionnel qui devra alors reporter l'émission de 10 jours ouvrables à compter de l'émission de la notification par Tracfin. Passons à la partie « Quels sont les risques encourus par le professionnel ?» En cas de contrôle par la Direction départementale de la protection des populations et le non-respect du dispositif, les sanctions encourues peuvent être l'interdiction temporaire d'exercer jusqu'à 5 ans, le blâme, l'avertissement ou les sanctions pécuniaires. Pour ne pas risquer de sanctions, veillez à disposer à l'accueil de l'agence ou tout autre endroit facilement accessible par votre personnel d'un dossier Tracfin intégrant tous les formulaires internes de vigilance, un exemplaire de la dernière commission Tracfin. Conservez les attestations de formation au dispositif Tracfin ainsi que toutes les notes de service, comptes rendus et courriels attestant de votre obligation d'informer vos collaborateurs. Archivez pendant 5 ans les documents et informations de vos clients, identité, éléments relatifs aux opérations effectuées, afin d'être en mesure de justifier des décisions prises. Pour finir, complétez et affichez dans votre agence notre document, les obligations Tracfin. Ce document informe vos collaborateurs de leurs obligations et son affichage montre votre implication. Passons à la dernière partie de cette formation, que faire en cas de contrôle? Lors des contrôles exécutés dans le cadre du dispositif anti-blanchiment, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilités à cet effet peuvent exiger de la personne contrôlée qu'elle justifie de son identité et qu'elle fournisse copies, livres, factures et autres documents professionnels. Les agents peuvent également demander l'accès aux logiciels et aux données stockées sur ordinateur.
La présence d'officiers de police judiciaire est indispensable au recueil de tous ces éléments et la présence d'un avocat peut être admise. Il est essentiel de laisser les contrôleurs exécuter leur mission et vérifier systématiquement le contenu exact du procès-verbal remis à la fin de chaque contrôle et ne pas hésiter à solliciter si nécessaire une rectification. Nous arrivons à la conclusion de cette formation. L'expérience montre que la lutte anti-blanchiment, lorsqu'elle n'est pas tout simplement ignorée, a suscité de l'indifférence, voire de la défiance d'acteurs qui considèrent qu'il ne leur appartient pas d'être des enquêteurs ni des délateurs. La coopération attendue des professionnels de l'immobilier par les pouvoirs publics ne sera efficace que si un mode opératoire admis par les autorités leur est accessible et facilement déclinable. Les moyens pour lutter contre le blanchiment et le terrorisme sont inégaux. Et bien souvent, les professionnels de l'immobilier ont d'autres priorités que celle de décrypter cette réglementation qui s'avère complexe. Je vous remercie pour votre attention.